Et bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous cache pas que j'ai un peu la pression tout seul là devant mon écran face à vous. Bonsoir Sandron, bonsoir Whipping, bonsoir Tyr et bonsoir Tibbs. Salut Stone. On va jouer la première sur Ironsworn, première partie en JDR solo sur la chaîne et pour moi-même, donc ça va vraiment être première expérience et on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux. Voilà, donc bonsoir Willox. Et oui, ça va bien se passer Sandrone, j'espère. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très très impatient de tester ce jeu. Je me suis énormément chauffé dessus. Voilà, je suis curieux de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors n'hésitez pas à me faire un retour sur l'image, sur le son, sur la musique en fond. Si la musique en fond est suffisamment audible pour vous. Là, j'ai mis un petit truc d'ambiance assez léger, simplement pour le moment. Bonsoir, Yandakfar et Exium. Ok. Alors, je vais rapidement présenter les terres de fer, sachant que Sandron nous a fait une belle vidéo de présentation de 2 minutes sur sa chaîne. Vraiment très succincte. L'idée, c'est qu'on découvre cet univers aussi au fur et à mesure de la partie. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ensuite, je vais créer le personnage et le présenter, même si je l'ai quasiment créé en vrai. Du moins, j'ai vraiment les grandes lignes. Voilà. Pour vous parler des terres de fer. Donc, l'univers, les aventures d'Ironsworn se déroulent sur ce qu'on appelle les terres de fer. C'est une péninsule assez sauvage, assez dangereuse. On peut voir ça un peu comme la colonisation qu'ont pu faire les Nordiques, Terre-Neuve, Groenland, ce genre de choses, quelque chose de voilà, une terre aride, difficile à cultiver, difficile à défendre, difficile avec des hivers longs et rigoureux. L'idée c'est qu'avant de débarquer sur ces terres-là, ces habitants venaient d'un empire, il y a de ça 2 générations, un empire qui s'est effondré sur lui-même pour cause de surconsommation ou du moins voilà trop d'expansion. Vous connaissez toute l'histoire des grands empires qui s'effondrent et des chutes de civilisation. Donc voilà, suite à cet effondrement, il y a cette péninsule qui a été colonisée. Et du coup, la vie s'y est développée tant bien que mal. Alors, il n'y a pas vraiment de routes, d'infrastructures, c'est plus des communautés disséminées sur tout le territoire. Je vais vous mettre la map d'ailleurs, ce sera peut-être un peu plus sympa. Voilà à quoi ça ressemble, les terres de fer. On va les découvrir au fur et à mesure d'ailleurs. Celle-ci peut-être un peu plus cool. Voilà. Donc voilà, c'est des communautés assez éparses, assez éloignées les unes des autres, ou pas d'ailleurs. Nous, dans le cadre qu'on a choisi avec Sandron, donc puisqu'on a construit le monde à deux, on a choisi que les communautés soient des cercles, c'est-à-dire vraiment des choses très autonomes, très communautaires justement. Sans route qui les relie, mais il y a du troc, il y a de l'échange, il y a sûrement de la diplomatie, tout ce genre de choses. Nous allons le découvrir. Il n'y a pas vraiment de forme gouvernementale, je dirais, pour les cercles. Un cercle peut être dirigé par un Jarl, un autre par un triumvirat ou par un conseil communautaire, etc. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. C'est assez éclaté au niveau de l'organisation. Pour ajouter un petit peu de tension et de dangerosité, on a choisi qu'il y ait d'anciens colons qui ont un peu vrillé. Parce qu'en fait, quand on construit le monde, on répond à plusieurs questions et à chaque fois, on a des choix. En gros, il y a 3 choix par thème. Et donc là, on a choisi qu'il y ait d'anciens colons, ce qu'on appelle des brisés en fait, qui étaient là il y a des siècles et des siècles, qui ont tenté de coloniser cette terre, mais ils sont devenus totalement sauvages ou fous. En tout cas, nous, les habitants de Terre de Fer, on les voit comme ça, mais peut-être que on voit les choses autrement, donc on les appelle les brisés. On verra si on croise des brisés ou pas. Que dire de plus? Pourquoi les terres de fer? Parce que vous voyez toute cette zone montagneuse là au nord contient énormément de fer et de métaux, dont des métaux rares descendus des étoiles. Voilà, donc ça peut donner aussi des pistes d'aventure sur des ressources rares ou non, etc. Ensuite, pour continuer sur l'adversité, etc. Il y a des bêtes.
Bon, il y a des animaux, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, ok, ours, loup et compagnie, mammouth même. Mais il y a des bêtes, c'est-à-dire c'est un peu des animaux primordiaux, beaucoup plus gros, beaucoup plus costauds. Euh, on a parlé aussi, on a évoqué aussi le fait qu'il y ait des horreurs, mais ça a priori c'est que des contes pour faire peur aux enfants. On verra comment ça se vérifie. On n'a pas choisi de partir dans des horreurs Lovecraftiennes un peu, ou ce genre de choses. On a voulu rester un peu plus terre à terre. Salut Colin. Et salut Crulin. Voilà pour poser un peu le décor. Donc, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. C'est un peu brouillon dit comme ça, mais voilà pour poser le contexte. Ce qu'on sait, c'est que les terres de fer, c'est dangereux, c'est mortel. Et faut être sacrément bien trempé pour y survivre. Et bien justement, l'idée c'est de voir si Sadia, le personnage que je vais créer, est suffisamment bien trempé pour y survivre. Alors comment on crée un personnage à Ironsworn? C'est relativement simple. On va faire ça pas à pas. D'abord, il vous propose de visualiser le personnage. Alors Sadia, c'est qui? Sadia, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Assez costaud physiquement, c'est une guerrière. Du moins, c'est une ex-guerrière. Voilà, elle a fait l'armée, comme à peu près tous les habitants des Terres de Fer, parce qu'ils ont hérité d'une tradition martiale très imprégnée des traditions de l'Empire. Donc ils ont gardé un petit peu ça avec une formation militaire au sein des cercles, etc. Donc c'est une guerrière, c'est une porteuse de bouclier. On va y revenir, j'ai choisi un atout à ce niveau-là. Elle doit faire 1m70, 1m75, donc au carré d'épaule. Après, elle a des traits plutôt fins, mais elle a un visage assez âgé, assez marqué. 40 ans pour les terres de fer, ça commence à être un petit peu vieux. Mais elle a encore de la ressource. Elle a des yeux bleus très clairs, qui tirent presque sur le gris. Des cheveux blonds, mais qui sont de plus en plus parsemés par des mèches argentées. En général, elle s'occupe pas trop de ses cheveux. Elle a plutôt, elle tient plutôt en couette, et puis ils sont assez, assez abîmés forcément vu la vie qu'elle mène. Vous allez vite le voir. Elle s'en fout un peu de ça en fait. C'est-à-dire, ça n'intéresse pas trop. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est chaudement vêtue, bien évidemment, parce que les terres de fer, il fait froid, donc je l'imagine bien avec un grand manteau de fourrure, son bouclier qu'elle porte toujours, soit dans le dos, soit au bras gauche. Sur son bouclier, on peut y voir un grand œil qui représente un petit peu sa nouvelle vie. Et sa nouvelle vie, vous allez la découvrir un petit peu au fil de l'aventure. Elle porte aussi un pendentif en forme d'œil, grossièrement gravé dans un morceau de fer. Pourquoi ce pendentif? Tout d'abord parce que dans ce jeu, le moteur du jeu, en fait, ce sont des quêtes, ce sont des vœux qu'on va faire. Des vœux de fer, en fait. Et du coup, la tradition veut que quand on jure un vœu à quelqu'un, je vais aller sauver ton frère, on touche un bout de fer. Et donc c'est un peu son bout de fer à elle, un peu son gris-gris. Et elle est aussi toujours accompagnée de sa fidèle corneille, qui est un atout. On va voir ce qu'elle fait mécaniquement, cette corneille. Voilà pour Sadia. Elle a une épée au côté aussi, parce que vous allez comprendre qu'elle vient d'une haute caste, je dirais. C'est une ancienne dirigeante en fait, donc voilà, elle peut se permettre d'avoir une épée. Qui est plutôt rare. En général, les gens se battent plutôt à la lance, à la hache ou au couteau-là, quoi. Voilà pour Sadia et son apparence. Ensuite, il faut répartir les caractéristiques. Alors, ça va donner un petit peu le ton pour ce personnage. On a un 3, 2-2 et 2-1 à répartir. Alors, Sadia a 40 ans. Elle vit en totale autarcie depuis presque 10 ans. Donc, j'ai décidé que elle était plutôt astucieuse.
Alors oui, c'est vrai que l'astuce c'est plutôt utile pour survivre dans les terres de fer, mais pas que, hein, parce que du coup elle aura forcément des lacunes ailleurs. Mais voilà, vu que ça fait un petit moment qu'elle vit en autarcie, bien évidemment, elle a dû développer de l'astuce. Et puis comme c'est une ancienne dirigeante, je pense qu'elle a le sens de la manœuvre. Voilà, elle est plutôt maligne, disons-le. Pain Fever, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est exactement ça. C'est le credo des terres de fer. Salut Lovecal. Ensuite, donc moi je la vois bien astucieuse, Sadia. Et là, ça fait un petit moment qu'elle vit seule et qu'elle doit se débrouiller. Ensuite, je vois bien le fait qu'elle ait deux en cœur. Parce que même si elle vit en autarcie à la lisière de la forêt depuis presque 10 ans, elle s'est occupée de son clan, de son cercle pendant des décennies, pendant 15 ans, voilà, plusieurs années. Mais en plus de ça, depuis qu'elle est installée à la lisière de la forêt en mode ermite, il y a quand même régulièrement des gens qui viennent la voir. Elle est en contact forcément avec des communautés pas très lointaines ou des fermes. Voilà, elle n'est pas non plus totalement isolée. Et pour elle, l'empathie, les relations humaines et le fait d'aider les autres sont quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que j'avais bien envie de lui mettre 2 en cœur. Bonsoir, j'espère. Ensuite, j'avais décidé de lui mettre 2 en fer. 2 en fer parce que c'est une guerrière. Simplement, alors elle a pas fait vraiment la guerre parce que la notion de guerre sur les terres de fer c'est un peu perdu. C'est plus des escarmouches entre cercles ou alors il faut se défendre contre les pillards, contre les brisés ou contre les bêtes. Mais voilà, on est amené à prendre les armes parfois selon les circonstances. Et Sadia a pris les armes régulièrement. Donc je la vois bien avec 2 de fer pour ce statistique-là. Donc le fer, en gros, c'est tout ce qui est physique, force, combat corps à corps. Voilà. Quand vous utilisez le chat, j'aimerais bien avoir un petit retour, savoir si l'encart en haut à gauche est bien lisible. Voilà, juste pour noter. Ensuite, il me reste les 2-1 à distribuer. Il y a forcément la vigueur. Donc la vigueur, c'est tout ce qui est le réflexe, l'agilité, etc. Voilà, c'est pas sa caractéristique première. C'est plutôt quelqu'un de prudent, de patiente. Et elle va éviter de jouer sur sa rapidité, sur sa vigueur, sur son agilité. Et pour finir, un en nombre donc. Où là, pareil, elle est pas trop dans le complot, elle est pas trop dans la dissimulation, elle est plutôt cash. Donc c'est pas une de ses caractéristiques majeures à Sadia. Donc voilà pour ses caractéristiques. Donc ensuite le jeu nous demande de fixer notre santé, notre esprit et nos provisions à 5. Donc ce sont, hop, j'ai déplacé un petit peu la fiche, ce sont les petits marqueurs qui sont ici là, que je vais bouger au fur et à mesure. Donc au début on commence avec la santé à 5, vous vous dites bien à quoi ça sert. On commence avec l'esprit à 5, pareil, ça va être le moral, la santé mentale, la volonté, la combativité, tout ça. Et on commence avec les provisions à 5. Alors l'idée c'est que on va pas s'amuser à compter le nombre de rations qui nous reste ou le nombre de graines qu'on a encore. Ok, merci Pain, super. On va pas s'amuser à compter le nombre de rations et vraiment faire un détail de notre inventaire. On va avoir cette jauge de provisions qui va monter et qui va descendre selon l'aventure. Et on va juste décrire succinctement ce qu'elle a, ce qu'elle porte. Donc là, on sait déjà qu'elle a un bouclier et une épée. Et on verra au fil de la fiction ce qu'elle peut avoir sous le coude ou ce dont elle a besoin. Bon, l'idée, c'est de ne pas tout avoir et de garder quand même une certaine cohérence, une certaine logique dans tout ça. Donc je pense que pour ça, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà, et c'est des jauges aussi qui vont peut-être intervenir dans des mécaniques, mais ça, on le découvrira tous ensemble. Ensuite, on va déterminer l'élan. Alors, l'élan, c'est une mécanique particulière à Ironsworn. À Ironsworn, on peut considérer que c'est un jeu... ça part vite les provisions, Sandron, ouais, j'ai l'impression, ouais. Ironsworn, on peut considérer que c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, mais comme Blade in the Dark, c'est un peu un hybride. Donc il y a notamment cette mécanique d'élan, et vous verrez les dés jetés ne sont pas tout à fait les mêmes.
Voilà, donc l'élan, en fait, ça détermine comment dire, la, la motivation, l'énergie qu'on a dans notre quête, en fait. Plus l'élan est élevé, plus on va pouvoir s'en servir pour réussir une action déterminante, en fait. Et à contrario, plus l'élan est bas, moins on pourra s'en servir pour réussir des actions déterminantes. Mais en plus de ça, s'il est négatif, ça commence à être très 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 compliqué. Et au fur et à mesure des réussites et des échecs, l'élan, la motivation qu'on a dans notre quête va plus ou moins fluctuer. Donc ça, pareil, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc on commence avec plus 2 en élan, et il peut aller de moins 6 à plus 10 du coup. Voilà. Notez jusqu'à 3 liens d'antécédents. Alors pour le moment, les liens, où c'est que je les ai mis d'ailleurs? Je vais le mettre sur un post-it. Hop, on va faire un petit post-it. Alors, 3 liens. Je vais peut-être pas faire les 3 liens d'emblée, là. Je vais en faire un tout de suite. Bon, il y a un lien qui me semble évident, même si ça fait 10 ans qu'elle est partie de la communauté dans laquelle elle vit. Elle a toujours un lien avec cette communauté-là, parce que c'est quand même 30 ans de sa vie. Et il y a toujours des citoyens de cette communauté qui viennent la voir, donc elle a des liens assez forts avec ça. Donc je vais noter ce lien-là. On va juste nommer cette communauté. Alors, j'ai mis en place... le jeu propose des oracles. En fait, ce sont des tables aléatoires. Hop, il y en a une qui s'appelle nom de village. Alors j'aurais pu jeter les dés pour les oracles, mais franchement, je trouve que le site est beaucoup plus pratique. Comme ça, on a le résultat direct. Je jetterai les dés uniquement pour les actions. Donc là, on me propose Arbremont. Non, j'aime pas trop. Je voyais plus un truc... Non. Ok, première rencontre, c'est original. Ah, première rencontre, c'est pas mal. Si, première rencontre, c'est bien, j'aime bien. Ça sera un petit peu le... peut-être que c'est l'une des communautés... en tout cas, elle se dispute peut-être la place pour l'une des communautés originelles des Terres de Fer. La première rencontre entre... Ah ben justement, j'en ai pas parlé. Sur les Terres de Fer, il y a aussi les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il y a des peuples anciens, notamment les elfes. Enfin, surtout les elfes, en fait. Donc oui, il y a des elfes dans ce jeu, mais ils n'ont pas tout à fait l'apparence des elfes que l'on connaît. Ils sont un peu plus forestiers, je dirais, si c'est possible, vous verrez bien. Enfin, j'espère qu'on verra. Et donc, la communauté de Sadia s'appelle pour mes premières rencontres, tout simplement parce que ce cercle, cette communauté, a été érigé sur l'emplacement de la première rencontre entre les elfes et les habitants des Terres de Fer lorsqu'ils sont arrivés il y a 2 générations. Et ils ont décidé de former un espèce de pacte de non-agression. Les elfes vivent en autarcie. Les humains, entre guillemets, ne sont pas trop invités à pénétrer le territoire des elfes ou les cercles, les communautés des elfes. Hein. Mais voilà, ils ont quand même échangé, et notamment ce moment historique de première rencontre. Et donc là, ça sera la communauté de Salia. Alors, je sais plus si, du coup, avec ce lien, je coche déjà ici, il me semble. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une barre de progression des liens. Donc là, j'ai un premier lien. Je peux faire une coche. L'idée, en fait, c'est que c'est un peu la fin du jeu, les liens. Parce qu'en fait, il y a un move qui s'appelle épilogue, en gros. Et plus tu as de liens, plus ton épilogue sera efficace. L'idée, c'est de remplir des quêtes et de faire des vœux et de réussir ces vœux. Mais l'autre point important du jeu, c'est de forger des liens, en fait. Parce que plus ton personnage a de liens, plus son épilogue aura des chances de bien aboutir, quoi. Voilà. Donc ça sera le premier lien pour Sadia. Et le deuxième lien... le deuxième lien, pour l'instant, je vais le garder sous le coude comme le troisième.
On va voir au fur et à mesure de l'aventure. Ça va vite, ça va vite venir en jeu, mais pour l'instant, je préfère ne pas l'établir. Je me laisse les portes ouvertes. Ok. Donc, jusqu'à 3 liens d'antécédents, parfait. Et ensuite, je dois sélectionner des atouts. Donc, les atouts, vous les avez ici. Donc, il y a tout un tas d'atouts. C'est présenté sous forme de cartes. Vous avez des compagnons, vous avez des voix, vous avez des talents de combat. Voilà, et des rituels. C'est les 4 grandes catégories d'atouts. Rituel, talent de combat, compagnon et voix. Et donc, pour Sadia, j'ai opté pour un compagnon, parce qu'il faut pas déconner, jouer seul c'est bien, mais avoir un petit compagnon c'est cool. Et ça fait toujours une petite aide. Donc c'est une corneille. Alors j'ai pas choisi de nom. Je voyais bien, ouais. Si vous avez des idées à soumettre, allez. On va aller là-dessus pour l'instant, je vais pas la nommer. Par contre, je dois lui choisir une caractéristique entre les trois. Elle est soit rusée, soit savante, soit diligente. Alors j'ai choisi rusée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'oracle. Je peux consulter l'oracle. Alors j'ai choisi rusée parce qu'en fait, cette corneille elle va m'aider à pallier un petit peu l'handicap qu'a Sadia en nombre, entre guillemets. Donc en fait, ma corneille, elle va m'aider lorsque je fais face au danger ou que j'essaie de m'emparer d'un avantage avec ombre. En utilisant votre corneille pour jouer un tour, je gagne plus 1 en fait. Et plus 1 en élan. Donc la corneille va me permettre de réussir mieux mes actions pour faire face au danger ou pour m'emparer d'un avantage lorsque je me sers de l'ombre en fait. Voilà. Est-ce que ça va me servir? J'en sais rien. Friga. Ouais, j'aime beaucoup Friga. Je regarderai la ref plus tard, mais ça va. Premier arrivé, premier servi. C'est très certainement nordique. Il y a quelque chose d'ailleurs, mais là je l'ai pas. On a Friga qui est donc la corneille de Sadia et qui est rusée. Voilà, on le garde sous le coude, mais il faudra que je pense à m'en servir lorsque je me sers de la caractéristique ombre pour faire face au danger ou m'emparer d'un avantage. Ensuite, je l'ai pris donc pour être cohérent avec le background que je lui ai choisi. Et aussi avoir un petit peu de combativité. Elle a 2 en fer, c'est une guerrière. Hein. Donc elle est porte-bouclier, c'est un talent de combat. Donc le déclencheur, c'est si vous maniez un bouclier. Quand vous faites face au danger en utilisant votre bouclier, vous gagnez plus 1 pour vous mettre à couvert. Donc elle est plutôt sur la défensive, mais je peux m'en servir aussi pour fracasser au corps à corps. On verra tout ça en combat, on n'y est pas. Mais en gros, voilà, c'est un truc assez versatile qui va me permettre de mettre à couvert un peu plus facilement et de gagner de l'élan lorsque je me bats avec mon bouclier en fait. Voilà. Vous voyez que les avantages ont plusieurs coches. Quand on progresse, quand on gagne de l'expérience, on peut cocher pour débloquer des pouvoirs supplémentaires sur ces avantages. Et ensuite, on en vient au mysticisme. Avec Sandrone, on a décidé que c'était quand même un univers low fantasy. Parce qu'à un moment, il vous demande quand vous faites les choix de votre background, de votre monde, il vous demande de notamment opérer des choix sur tout ce qui est la spiritualité et la magie. Donc on est parti sur quelque chose au niveau spiritualité d'assez succinct. En gros, les habitants des Terres de Fer ont pas mal oublié leur dieu. Il n'empêche qu'il y a sûrement des cultes ci et là qui subsistent. Il y a sûrement des nouveaux cultes qui se créent. On le découvrira. Et donc, côté magie, en gros, la magie, ça reste quand même très basique. Donc, on va dire que c'est assez rare et c'est plutôt axé low fantasy. Sachant que même s'il faut, elle n'existe pas. Et c'est juste des gens qui ont peut-être des sens plus développés ou des connaissances plus élaborées ou tout simplement, ils mettent le doigt sur des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer et ils appellent ça de la magie. Voilà, on est parti sur ce credo-là. Il n'empêche que Sadia, donc, elle a un rituel qui s'appelle Augure. Alors j'avais envie de partir sur le trip corneille-corbeau. Voilà, j'aime beaucoup les volatiles hein, et je trouve que les corneilles et les corbeaux, c'est vraiment magnifique. C'est une histoire de goût. Et donc, avec Augure, je peux invoquer un vol de corbeau pour lui poser une unique question. Et ça va me permettre voilà, d'avoir une augure, de visualiser peut-être quelque chose pour m'aider dans ma quête ou dans un avenir proche.
Et on y reviendra quand je ferai appel à ces satanés corbeaux. Voilà pour les talents de Sadia. Donc la corneille Frigga, elle est porte-bouclier, elle est augure, et quand vous progressez à Ironsworn, comme je vous ai dit, vous pouvez cocher de nouvelles capacités sur vos atouts, ou alors vous pouvez même débloquer de nouveaux atouts. L'idée étant, le mieux, c'est d'intégrer l'atout que vous prenez dans la narration, c'est encore plus classe. Mais voilà, bon, ça on y reviendra, c'est un détail. Voilà pour les atouts. Je vais faire un petit post-it pour l'équipement. Rapidement. Hop. Je crois pas qu'il y ait quelque chose pour l'équipement d'ailleurs. Sur la fiche de perso, elle est assez succincte, la fiche de perso quand même. Il y a surtout pour les liens, pour les vœux. Ouais, c'est un peu l'idée, Colin, la corneille à 3D, exactement. Bon, inspiration pas originale, hein, bien évidemment, on est tous d'accord. Hop. Ouais, non, il n'y a pas la place pour l'équipement, donc je vais faire un petit post-it. On sait qu'elle a une épée. On sait qu'elle a un bouclier. Elle a sûrement vivre le matériel d'aventurier, hein, c'est-à-dire elle doit avoir un matelas en peau de bête roulée, très certainement une torche ou deux, ce genre de choses. Pour le moment, ça sera amplement suffisant, je pense pas qu'elle ait grand-chose de plus. Nous verrons bien. Voilà. Donc, noter l'équipement, c'est ok. Noter un vœu d'antécédent. Alors, avant de commencer, et du moins pour débuter l'aventure avec Sadia, il faut choisir des vœux. Donc les vœux, je vous ai expliqué, c'est les quêtes. Donc il y a 2 vœux à choisir lorsque vous commencez une aventure à Ironsworn et que vous créez un personnage. Il y a votre vœu d'antécédent. En fait, ça va être un peu l'arc principal, la quête majeure de votre personnage. Et il y a l'événement déclencheur qui va vous mettre sur les rails de votre aventure. Donc, je vais pas les dire tout de suite parce que du coup, je vais narrer un petit peu là, histoire que ça s'enclenche. Voilà, je vais bouger un petit peu la narration et la chronologie. Donc c'est parti. Donc en fait, on est en début d'après-midi. Sadia se trouve à la lisière de ce qu'on appelle la Sylve profonde. La Sylve profonde, c'est la région qui se trouve ici. C'est une grande bande de forêt, en fait. Elle est même au-delà de la lisière de la Sylve profonde, puisqu'elle est dans la Sylve profonde. Elle est en pleine forêt. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler le printemps dans les terres de fer. Il y a encore ci et là quelques plaques de neige, quelques stigmates encore de l'hiver, mais le temps se radoucit. Alors que la canopée de la Sylve profonde est vraiment écrasante, c'est une forêt très très épaisse, avec vraiment des essences d'arbres très diverses. Ça va du chêne au pin, en passant par tout un tas de conifères et de feuillus. Et donc, les rayons du soleil ont du mal à percer cette épaisse canopée. Et on a beau être en début d'après-midi, la visibilité n'est pas énorme, surtout que c'est vraiment la pleine forêt. Le sol est encore humide de la pluie de la veille, qui a dégagé énormément d'odeurs, d'humus, d'humidité. Sadia peut apercevoir les jeunes pousses qui commencent à percer l'épaisse couche de feuilles mortes pour se frayer une place en vue de printemps. Autour d'elle, Volette Frigga, donc sa corneille. Et Sadia, elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée car elle a dû pénétrer la Sylve profonde, alors qu'elle ne le fait que très rarement. En 10 ans, ça a dû lui arriver 2 fois. Et là, cette 3e fois, elle se dit que c'est peut-être celle de trop. Mais elle y va. Elle cherche désespérément une trace, une piste.
Elle cherche la piste d'un groupe d'elfes. D'un groupe d'elfes qu'elle connaît. Ce sont des nomades. On va leur donner... on va tirer l'oracle pour leur donner un petit nom de communauté. D'ailleurs, il faut que je prenne des notes au fur et à mesure, sinon je ne vais pas m'en sortir. Bon. Voilà, donc un petit tour chez l'oracle pour avoir un nom de communauté. Je pense qu'on peut tirer dans les villages, parce qu'il y avait des trucs quand même qui allaient pas mal dans le sens d'elfes. Entre guillemets, qu'est-ce qui nous tire? Il y a des noms chelous quand même, printemps marée. Ah non, mais ça c'est nom de village, d'accord. Non, mais tout à l'heure il y avait... Ah, Blanche Cascade. Ouais, allez. Ouais, mais c'est con pour une communauté nomade, non. Non, on va les appeler les arpenteurs. Voilà. Après tout, hein, je vois pas pourquoi j'irai tirer l'oracle si j'ai l'idée qui vient. On va les appeler les arpenteurs, ces elfes. C'est une... alors c'est pas la seule communauté d'elfes au sein de la Sylve Profonde, parce que vous le voyez que c'est quand même une immense région. Hein. Donc les arpenteurs, c'est une communauté avec laquelle elle a eu quelques contacts. C'est peut-être les moins extrémistes, entre guillemets, des elfes qui habitent la Sylve Profonde. Et donc elle est vraiment inquiète et pas rassurée de se trouver là. Elle sait que c'est dangereux, elle le sait pertinemment. Et, comme je vous le dis, elle cherche désespérément la trace de cette communauté nomade d'elfes qui se font appeler les arpenteurs. Alors, il y a Frigga qui vole autour d'elle. Elle est... Sadia est agenouillée au sol. Elle scrute les environs. Elle cherche désespérément la trace de la rivière que les arpenteurs ont l'habitude de monter en amont et descendre en aval lorsque ils ont besoin de changer d'endroit pour récupérer des ressources au fil des saisons. Elle cherche cette rivière désespérément. Rivière dont elle ne connaît pas le nom, ou alors c'est un nom elfe totalement imprononçable pour elle. Alors l'idée c'est que on va lancer les dés pour la première fois. Et je vais faire un flashback ensuite. Pourquoi Sadia est là. Voilà, on bouscule un peu la narration, je suis tout seul, je me fais plaisir. Donc, l'idée c'est que Sadia va tenter de s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs, ou que vous tentez d'obtenir un moyen de pression, là concrètement, j'évalue une situation et j'essaie de trouver cette piste. Visualisez votre action et faites un jet. Alors, si vous agissez avec rapidité, et c'est pas le cas, avec charme, c'est pas le cas, agressivement non plus, discrétion ruse, pas tellement, je pense qu'elle fait appel à son expertise et à sa capacité d'observation. Donc, pour le premier jet, ça va être sur un jet d'astuce. Alors, comment ça se passe les jets à... Je vais plutôt rester sur la manœuvre. Plus pratique. Donc, comment ça se passe les jets Iron Sworn? C'est assez simple. Je vais vous faire un petit cadrage sur les dés. Vous voyez, il y a 2D10 et 1D6. Les 2D10 représentent les dés de défi, en fait. Et le D6, c'est mon dé d'action. Donc, à mon dé d'action, je vais ajouter mon astuce. Et il faut que je fasse strictement supérieur aux 2 dés de défi pour faire un coup fort. Si je bats qu'un seul dé de défi, c'est un coup faible. Et si je bats aucun des 2 dés, c'est un échec. Donc on va voir un petit peu, pour ce premier jet, comment ça se passe. Donc j'ai 3 en astuce. Alors 3 et 3, 6. Je bats le 2. Vous voyez, mais je ne bats pas le 10. Donc, c'est un coup faible. Sur un coup faible, votre avantage est de courte durée. Vous gagnez plus un élan. Ok. Ça marche. Donc, plus un élan, je passe à plus 3 en élan. Et comment on va traduire ça? Votre avantage est de courte durée. Ouais. Je pense que du coup, Sadia, de l'autre côté, elle entend lointainement
lointainement. Elle entend un son lointain. Peut-être le bruit d'un corps. Résonner. C'est au nord-ouest de sa position. Il va falloir qu'elle court, qu'elle se précipite un petit peu pour rejoindre la destination, l'origine de ce son. Et peut-être que ce sont les arpenteurs qui sont en marche, justement. Peut-être pas. Alors, on rembobine. Pourquoi Sadia court après les arpenteurs dans la sylve profonde? Quelques heures plus tôt, un groupe d'habitants de première rencontre, en fait des miliciens de première rencontre, sont arrivés. Ils étaient 4 et ils tiraient le corps d'un homme. Un homme entre la vie et la mort. Cet homme n'était autre que le jeune frère de Sadia, en fait. Le Benjamin de la fratrie. Parce que Sadia a 2 frères. 2 petits frères. Le Benjamin et le cadet. On va faire un petit coup d'oracle peut-être pour son nom. Elle n'aura pas spécialement de lien avec lui. Pour le moment. Je vais plutôt lui mettre un lien avec les arpenteurs. Alors, autre nom. Nom du peuple de fer. Hop, un petit rôle. Kataka, non, j'aime pas trop. Ada, voilà. Son jeune frère, Ada. C'est lui qui est inconscient sur l'espèce de traîneau que les 4 visiteurs ont traîné jusqu'à sa bicoque. Lorsqu'elle a vu cette troupe arriver, elle est vraiment restée interdite. Parce que du coup, première rencontre se trouve à plusieurs journées de marche de sa bicoque, de sa petite maison. On va mettre un petit emplacement, histoire que... histoire qu'on visualise un petit peu tout ça. Il n'y a pas des trucs un peu plus médiéval? C'est pas grave, je vais mettre ça en attendant. Tirez-le. Ça le fait pas du tout. Hop. Je pourrais taper un mot-clé. Small town, peut-être. En plus, là, je vous laisse l'oracle, c'est pas cool. Bon, écoutez, en attendant, je vais mettre ça, c'est pas très grave. Ça, c'est première rencontre. On aurait tout à l'heure. Et donc, la petite cabane de Sadia se trouve... Alors, je mets des icônes moches en attendant, mais ça fera le taf. Voilà, donc lorsqu'elle voit... J'utilise Miro local. Lorsqu'elle a vu cette troupe arriver et surtout tirer Ada entre la vie et la mort, elle se demande qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Elle est sur le seuil de sa maison, les mains sur les hanches, et elle reste plusieurs secondes sans réagir. Elle s'élance vers la troupe, elle ignore les 2 femmes et les 2 hommes en armure légère qui ont fait le périple, qui semblent éreintés. Ils étaient tachés de sang, boueux. Ils ont vraiment l'air d'avoir passé un terrible voyage. Mais celui qui est dans un plus sale état, c'est Ada. Ada qui a une partie de son torse, non loin du cœur, transpercée par une lance. Elle peut voir la hampe de la lance brisée et toute la partie en fer et une bonne partie du bois enfoncé dans le torse de son jeune frère. Il n'est pas conscient, il semble goûter de fièvre. Les contours de la plaie ne sont pas jolis. Ils sont nervurés de noir comme si déjà l'infection prenait.
Et, et donc, précipitamment, elle fait rentrer les hommes et les femmes à l'intérieur de sa chaumière. Elle fait installer Ada sur son lit, même si ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas vu son frère, puisqu'il n'était pas venu la voir, suite à un différend, à un froid au sein du clan. Elle est bouleversée de le voir ainsi. Elle se demande si il va pas mourir chez elle, si la dernière image qu'elle a de lui, ça sera sa mort sous son toit alors qu'elle ne l'a pas vu depuis 10 ans et que la dernière fois qu'ils se sont quittés, c'était après une dispute plus courageuse. Elle interroge la troupe. Que s'est-il passé? Pourquoi vous l'amenez ici alors qu'il est entre la vie et la mort? Et là, l'une des femmes qui accompagnait Ada se détache du groupe et commence à lui expliquer que le cercle de première rencontre, sa communauté originelle, est entrée en guerre. Du moins, il y a eu d'importantes escarmouches avec un deuxième cercle non loin. Il faut savoir que Première Rencontre est quand même une communauté importante par rapport à la taille des communautés qui se trouvent dans cette région, de grande région ici là, qui s'appelle Le Havre. C'est la région la moins difficile des terres de fer, là où la grande majorité des communautés se sont installées. C'est vallonné, il y a quelques forêts, quelques bosquets, on peut cultiver un minimum, on peut élever du bétail. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cercles qui sont installés là, et les deux cercles importants, c'est Première Rencontre, et on va donner un nom au deuxième cercle avec lequel ils sont entrés en conflit. Pas sûr que pour l'instant on puisse appeler ça une guerre, c'est plutôt un conflit assez important. Un petit nom de village, hop. Pourquoi je tire là tout le temps? Hop là. Alors, Blanc-Roc. Bah allez, parfait. Pas pour Blanc-Roc. Donc, elle lui explique que Blanc-Roc a lancé des escarmouches sur les territoires et les fermes de Première Rencontre. Ce qui a eu pour cause de plonger une bonne partie de la région dans des troubles. Et alors qu'Ada se rendait à des pourparlers pour essayer de négocier avec le camp adverse, il est tombé dans une embuscade. Et il a été traversé par une lance. Le problème, c'est que ils n'ont pas voulu le ramener à Première Rencontre, car ils sont persuadés d'avoir reconnu l'un des hommes du deuxième frère d'Ada, le cadet, au sein de cette embuscade. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que le cadet de la fratrie a tendu cette embuscade à Ada. Pour quelle raison, ils n'en savent rien. Quoi qu'il en soit, le retour à Première Rencontre était compromis et beaucoup trop dangereux. Donc on va nommer quand même le cadet. Vous vous doutez bien qu'il aura de l'importance. On va aller faire un petit tour encore une fois chez l'oracle. Ouais, ça part bien drama, hein. C'est le but. C'est quand même un jeu orienté bien drama. Zan. Donc Zan a potentiellement tendu une embuscade à Ada, alors qu'Ada se rendait à des pourparlers pour essayer de rattraper le coup avec la communauté de Blanc-Roc. Donc ça va être le vœu d'antécédent de Sadia. C'est-à-dire que Sadia, après tout cela, après cette explication, elle veut éviter la guerre. Elle veut en tout cas éviter que Blanc-Roc et Première Rencontre entrent en conflit ouvert, parce qu'elle sait très bien que ça va nuire à tout le monde. Ça c'est clair. Elle a toujours été une femme de paix. Lorsqu'elle dirigeait Première Rencontre, elle a dirigé
de manière, on va dire optimale, mais en tout cas, tout se passait très bien. Et elle a du cœur, effectivement, Pain. Donc ça va être son vœu d'antécédent, ça va être sa quête principale. Ça va être l'arc majeur de notre aventure. Donc je vais le noter ici, dans les vœux. Empêcher... empêcher un conflit majeur. On va le mettre comme ça. Conflit majeur entre Blanc-Roc et première rencontre. Normalement, vous ne devriez pas trop entendre le clavier. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. Voilà. Empêcher un conflit majeur. Oh, oula, majeur sans le E, c'est plus sympa. Voilà. Empêcher un conflit majeur entre Blanc-Roc et première rencontre. Donc là, en fait, quand on crée un vœu Ironsworn, on détermine sa difficulté. Donc je vais pas partir sur quelque chose d'épique, mais je vais quand même partir, faut pas déconner, c'est notre quête principale, je vais partir sur quelque chose d'extrême. C'est-à-dire que lorsque je vais atteindre des jalons, lorsque je vais atteindre des étapes au sein de cette quête, elles auront un impact moindre en fait. Il va falloir énormément d'étapes pour tenter de parvenir au bout de cette quête. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça sera une quête beaucoup plus longue et beaucoup plus périlleuse. Et ensuite, on va déterminer l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, en fait, c'est le sauvetage d'Ada. Bien évidemment, Sadia veut coûte que coûte sauver son frère, sauver Ada. Elle va, pour cela, se rendre dans la Sylve profonde et tenter de requérir l'aide des elfes. Donc, pour cela, alors vu que c'est l'événement déclencheur, il faut que je jure un vœu de fer. C'est ma première quête qui est établie dans la fiction et qui va entraîner quelque chose de mécanique en fait. Donc, lorsqu'elle a fini de converser avec la troupe, Sadia va se pencher sur Ada, le Benjamin de la fratrie. Elle va lui caresser les cheveux, dégager une des mèches qu'il a devant les yeux, lui éponger le front plein de sueur. En contact de sa peau, elle sent qu'elle est brûlante. Il est pris de fièvre. Il est totalement inconscient. Et alors qu'elle a sa main gauche sur le visage de son frère, sur le front de son frère, de sa main droite, elle tient le pendentif gravé en forme d'œil qu'elle a. Elle le tient fermement dans sa main droite et elle prononce un vœu. Elle dit très faiblement, presque un murmure: Ada, je ne te laisserai pas mourir sous ce toit. Je vais tout faire pour te sauver la vie. Je te le promets. Et donc, mécaniquement, elle jure un vœu de fer. Alors, et dans les actions de... les actions d'aventure, c'est ça? Non. Non, c'est les actions de destin. Actions de quête. Alors, jurer un vœu de fer. Lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu, je le ferai tout à l'heure, et attribuez-lui un rang. Ah, quoique, je vais peut-être le faire maintenant, en fait. Non, le rang, de toute façon, ça va être dangereux seulement. Pour la première quête, je vais partir sur un truc hyper compliqué d'entrée et surtout très long. Là, l'idée, c'est soit elle trouve les elfes, elle le sauve, soit elle les trouve pas, il meurt. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais comme c'est quand même dans la Sylve profonde, on va rester sur quelque chose de dangereux. Le rang en dessous, le dernier rang, c'est pénible, le plus petit. Donc voilà, attribue-lui un rang de difficulté, donc dangereux. Puis faites un jet plus cœur. Donc on a vu qu'elle avait 2 en cœur. Sadia, je vais y arriver. C'est parti. Si vous jurez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez plus 1. Alors j'ai dit que j'avais un lien avec la communauté, mais là je jure un vœu envers Ada, donc je vais pas prendre le plus 1.
Et je considère que j'ai pas de lien avec Ada, même si c'est mon frère. On a vraiment eu une grosse rupture et ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Donc les liens se sont largement estompés. Pour l'instant, j'ai un lien avec Première Rencontre et avec les Arpenteurs. Donc c'est parti. Donc le G, je vais vous mettre la petite piste de dés. Alors 5 plus 2, ça fait 7. Eh ben écoutez, c'est un coup fort, parfait. Je bats les 2-6. Ça fait bien plaisir quand même. Sur un coup fort, vous êtes un hardi. Bah, bien évidemment, je dois sauver mon frère. Je vois pas comment je pourrais le vivre autrement. Et vous voyez clairement quelle est la prochaine chose à faire. En cas de doute, consultez l'oracle. La prochaine chose à faire, j'ai anticipé vraiment avec mon flashback, donc c'est aller trouver les arpenteurs. Et vous gagnez 2 élans. Alors, je me retrouve à 5 élans, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça pourra peut-être m'aider si je foire un jet essentiel. Voilà. Voilà pour cette introduction. On va rebasculer dans la forêt. Alors j'ai prévu de faire 2 sessions d'1 heure là, donc d'ici quelques minutes on fera la pause, mais on va revenir sur la forêt. Je vais noter le vœu déjà. Alors le vœu, sauver Ada. Et pas mal comme vœu. Je pense pas que ça peut bouger. Ah, mais qu'est-ce que... Bon. Ah si, c'est... Voilà. Sauver Ada donc. Et on a dit que c'était dangereux. Voilà. Ok, merci Pain pour le retour sur le clavier. Parfait si vous l'entendez pas trop. Je vais m'en servir un petit peu quand même. Donc, j'ai dit que j'avais un lien avec les arpenteurs. Je vais le noter aussi. Lien de arpenteurs. Et donc, je vais faire une deuxième coche sur les liens. Sachant que chaque case... Ah, c'est la piste qui reprend. Chaque case peut contenir 3 coches. Ma mémoire est bonne. Allez, très bien. Donc, Sadia, alors qu'elle cherche la piste des arpenteurs, se remémorer cet instant il y a quelques heures dans sa chaumière. Et elle sait que le temps presse pour son frère. Du coup, le moindre indice, la moindre occasion de remettre la main sur les arpenteurs, elle doit s'en saisir. Et là donc, elle a entendu au loin ce bruit de corps. Et je pense qu'elle va vraiment se jeter à corps perdu vers ce seul indice qu'elle a de piste, vers cette seule piste en fait qu'elle a. Elle n'entreprend pas un voyage là pour l'instant du coup, hein. Elle est vraiment en train de rechercher des voyages, je pense qu'on aura l'occasion d'en faire. Par contre, ah oui si, quelque chose que j'ai pas fait avant de repartir sur la quête, c'est de détailler les étapes. En général c'est pas mal parce que du coup ça permet de faire des jalons. Du coup sauver Ada, on va dire qu'il va y avoir 3 ou 4 jalons. Trouver les arpenteurs. Obtenir l'aide des arpenteurs, ou du moins obtenir oui, l'aide, tout simplement. Arpenteurs. Revenir auprès d'Ada. Et enfin, guérir Ada. Voilà. Ça peut le faire. Hop. Donc voilà pour mes jalons. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on réussit une étape du vœu, on pourra faire un jet de jalons pour voir de quelle manière cette étape se passe en fait. C'est ça l'idée. Hop, voilà. Donc c'est parti. Je disais qu'elle se jetait vraiment... je pense qu'elle oublie un petit peu qu'elle se trouve dans la sylve profonde.
C'est une forêt dangereuse, il n'y a pas que les arpenteurs comme communauté, il y a peut-être des brisés, il y a peut-être des bêtes, en tout cas il y a tout un tas de choses dangereuses qui rôdent. C'est très vaste, il y a le risque de se perdre aussi. Donc je pense que du coup là, l'idée c'est qu'elle y va à fond et elle va devoir faire face au danger. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué, là clairement c'est de courir en direction d'un bruit a priori inconnu dans la sylve profonde, a priori ça colle fictionnellement. Visualisez votre action et faites un jet. Si vous agissez avec rapidité, agilité ou précision, faites un jet en vigueur. Sinon charme, agressivement, tromperie ou expertise. Bah là clairement elle a joué, alors ça va pas du tout l'aider, elle agit avec rapidité, hein. Donc ça va être de la vigueur. Et elle a qu'un point en vigueur. Ada. Sadia. Pourquoi je me suis pris un nom à... alors c'est parti, on va tenter. Aïe. Alors là, en l'état, c'est un échec, puisque je fais 2, 1 plus 1 sur mon dé d'action, et 3 et 4 à battre, donc c'est bel et bien un échec. Alors là, j'hésite. J'hésite honnêtement à cramer mon élan, parce qu'en fait, mes 2 dés d'action sont bas. Du coup, j'ai mon élan qui est à plus 5. Alors je vous enlève les dés. Je vous les remettrai au pire. Quoique non, c'est pas grave. Comme ça, je les laisse au moins. Mon élan est à plus 5. Du coup, ça veut dire que je peux annuler tous les dés qui sont à 5 ou en dessous. Donc là, je pourrais annuler les dés d'action. Et ça me ferait du coup, vu que j'en annule 2, ça me ferait un coup fort. Mais je me dis que c'est pas la première embûche de son aventure. Et j'ai peut-être envie qu'elle ait des complications. Sadia. J'hésite sincèrement. Allez, j'accepte l'échec. C'est un échec. Donc on va revenir sur le move. Donc, faire face au danger. Sur un échec, vous échouez ou vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Vous devez en payer le prix. Alors en payer le prix, c'est une table aléatoire. On va aller voir l'oracle. Et on va aller voir ce qu'il nous propose. Ah non, mais c'est une manœuvre. Je dis n'importe quoi. Enfin si, c'est une table aléatoire, mais c'est aussi une manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la manœuvre en payer le prix? Tac, 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 tac. Alors, en payer le prix. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, ce qui est le cas, retenez l'une des options suivantes. Faites survenir le résultat négatif le plus évident. Visualisez 2 résultats négatifs. Évaluez l'une des 2 comme probable. Puis jetez sur le tableau d'oracle oui non, ça on le verra tout à l'heure. Soit c'est 50-50 pourri, ou alors je choisis le plus pourri, le plus évident. Pas clair du tout, c'est pas grave. Faites un jet dans le tableau suivant si vous avez des difficultés à interpréter le résultat pour adapter la situation actuelle. Alors refaites un jet de dés. Écoutez, je pense que je vais prendre la pause ici. Comme ça va me permettre de faire un épisode d'1 heure plutôt propre, et ça va me permettre aussi de réfléchir aux résultats néfastes de ce danger. Donc 5 minutes de pause, et je vous dis à tout à l'heure.